Bonjour, bienvenue sur le podcast Passion d'artistes et d'artisans, je suis Maëlie Denis. Dans chacun des nouveaux épisodes Passion d'artistes et d'artisans, je vais à la rencontre d'un nouvel artiste ou d'une nouvelle personne travaillant dans le domaine des arts. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Ronan Coiffec, qui est game directeur et cofondateur du studio de jeux vidéo Parallel Studio. Et il m'a raconté la naissance précoce de sa vocation, le métier de game directeur, son parcours professionnel, comment et pourquoi il a monté son propre studio, quels sont les jeux que le studio a sortis et comment certains d'entre eux se sont développés avec des partenariats parfois surprenants et des styles et médiums différents. Réalité virtuelle, console, etc. Nous avons plus profondément parlé de son dernier jeu Under the Wave, qui intègre des notions d'écologie, de la fierté que peut avoir sa famille à la sortie de ce jeu, l'importance d'un univers cinématographique, les étapes de la fabrication du jeu vidéo. Il m'a également expliqué sa formation, scolaire et autodidacte, et quels sont, suite à ce parcours, ses critères de recrutement. Et comme nous sommes inscrits dans une époque, nous avons parlé de l'arrivée de l'IA dans les jeux vidéo et de son impact, et les questions de conclusion habituelles, quels arts lui sont indispensables, et ses rêves et ses projets futurs. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Ronan. Bonjour Maëlie. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as voulu faire des jeux vidéo ? Alors, si je me souviens du moment où j'ai voulu faire du jeu vidéo, je crois que ça date de tellement longtemps que c'est un peu flou, mais je dirais que depuis quasiment tout petit. Ça a dû commencer... je crois qu'il y a une photo de moi, j'avais peut-être 6 mois, j'étais déjà sur un ordinateur pour jouer sur un clavier. Bien sûr, je n'étais pas en train de programmer ni rien, et je crois que je devais avoir 5-6 ans, un truc comme ça, quand mon papa m'avait ramené à la maison un vieil Atari, un ordinateur, avec plein de disquettes dedans, avec plein de jeux, etc. Et à l'époque, ça m'avait fasciné, de découvrir des univers dans lesquels on pouvait littéralement plonger et s'évader, on va dire. Et je pense qu'à l'époque, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Ouais, donc je dirais 5-6 ans, ouais, c'est ça, peut-être un peu plus, 7-8 ans. Mais je sais qu'à partir de ce moment-là, ça m'avait tellement fasciné que je m'étais mis à jouer à plein de jeux, mais aussi je commençais à écrire des livres dont on est le héros. Je sais pas si tu te souviens, ce genre de bouquins, des romans interactifs, on va dire. Et je m'étais même mis à imaginer moi-même mes propres jeux vidéo. Je m'étais mis à dessiner. Je me suis mis à avoir envie de dessiner par la même occasion. Mais ça a vraiment commencé, je pense, avec ses premiers jeux sur Atari à l'époque. Super jeune. Très jeune. Et le plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été vraiment très attiré par, cet univers de... Il y avait ce côté, tu prends un jeu, tu le mets dans l'ordinateur et tu découvres un univers qui s'ouvre à toi. Et comme c'est interactif, tu t'évades, t'explores. Et j'adorais tout ce qui était univers graphique, les musiques, etc. Moi, ça m'avait fasciné très très vite. Beaucoup plus que je lisais pas énormément quand j'étais gamin, mais quand même, je lisais beaucoup de livres dans les héros, etc. Ou je lisais beaucoup de BD, mais vraiment le jeu vidéo, c'était ce qui m'avait attiré le plus à l'époque. Et aujourd'hui, c'est quoi le nom exact de ton métier ? Aujourd'hui, ça s'appelle Game Director. Donc, en gros, c'est réalisateur de jeux vidéo. Ça englobe plusieurs aspects, mais à la base, j'étais plutôt illustrateur. Après, je suis devenu, on appelle ça réalisateur, mais c'était où on réalisait tout ce qui était la cinématographie dans un jeu, etc. Et ensuite j'étais game designer, donc c'est vraiment de définir toutes les règles du jeu, donc c'est le côté vraiment concepteur de jeu. Et le métier que je fais aujourd'hui, donc game director, donc c'est vraiment réalisateur de jeux vidéo, c'est un peu le mélange de tout ça, quoi. On dessine un petit peu, on imagine les règles de jeu, on fait un peu de direction artistique, on bosse sur la réal vraiment d'un jeu, mais voilà, game director. Et tu as ton propre studio ? Tout à fait, Parallel Studio, donc c'est une boîte qu'on a montée avec 3 collègues en 2015. C'est une petite boîte de jeux, ce qu'on appelle des jeux vidéo indépendants. On fait des jeux, on va dire, pour résumer grossièrement, mais des jeux d'auteur. Et avant ça, j'avais bossé donc une vingtaine d'années quasiment dans les gros studios, donc Ubisoft, Dontnod Entertainment et Atari à l'époque. Et donc c'est à travers ces expériences-là que j'ai rencontré les 2 gars avec qui on a monté notre studio. Ok. Et pourquoi tu as voulu monter ton studio ? C'était quoi l'avantage de créer ton propre studio ? Alors, je pense que c'était latent depuis très longtemps. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à travailler dans des gros studios de jeux, donc sur des
des jeux qui n'étaient pas forcément les miens, et c'était voilà, plus des rôles d'exécutant, on va dire. J'ai toujours nourri un petit peu des envies de développer mes propres idées, sachant qu'à l'époque, quand je travaillais dans les gros studios, le soir je rentrais et je développais déjà des petits projets à moi. Quand je parlais de mon enfance tout à l'heure, mais quand j'étais plus vieux, je me suis mis très vite à développer mes propres petits jeux aussi. Et donc c'est une habitude que j'ai toujours gardée. Donc quand j'étais dans les grosses boîtes, voilà, pendant 15 ans, j'ai développé des petits prototypes le soir. Des fois je dessine, des fois je prototype des jeux. C'est comme ça, c'est un peu une passion. Et naturellement, au bout d'une quinzaine d'années, j'ai eu surtout l'opportunité, parce qu'on avait fait un petit prototype de jeu qui, alors je ne sais plus comment ça s'est passé exactement, mais j'ai eu l'occasion de le montrer dans le cadre d'un festival, juste un prototype, et on a gagné le premier prix de ce festival. Donc là, on a été approché par des éditeurs. Ça s'appelait comment ? Ça s'appelait la Game Connection. Le festival et ton jeu vidéo ? Et c'était White Knight, le jeu notre premier jeu en noir et blanc. Et du coup, ce projet, on a vu que d'un projet, on va dire, personnel fait le soir, ça pouvait devenir un vrai projet d'entreprise. Donc on nous a approchés avec des propositions de contrat, etc. Donc, alors au début, j'ai pas monté le studio tout de suite. Je me suis mis à mi-temps dans la boîte où j'étais avant, donc Note Entertainment, donc où j'étais devenu game director aussi. Donc je commençais à gérer les deux, un énorme projet d'un côté, et puis mon petit projet entre guillemets d'auteur à côté. Le tout en même temps, et bon, ça a duré 6 mois, c'était trop dur à diriger de front. Et du coup, j'ai choisi de démissionner pour aller me consacrer à 100% au studio, quoi. Donc c'était un peu le grand saut dans le vide, mais ça s'est fait très naturellement, et voilà, il n'y a pas eu de doute du tout. Waouh. Et du coup, en fait, quand tu as créé ta boîte, donc toi, tu es game director, et tes autres cofondateurs, ils sont quoi ? Donc j'ai monté la boîte avec Nicolas Bredin, lui c'est audio director, donc il s'occupe plus de tout ce qui est création des éléments sonores du jeu, mais il est aussi compositeur, donc il compose aussi toutes les musiques du jeu. Et avec Sébastien Renard, qui est lui scénariste, donc il est plus à l'écriture des dialogues par exemple, ou par exemple des définitions de l'univers, des choses comme ça, quoi. Des bons gaillards. Des bons gaillards. En vrai, je dis ça en rigolant, mais c'est dans leur domaine. Quand je bossais dans les grosses boîtes d'avant, il faut imaginer que ces deux gars-là faisaient partie un peu des top niveaux des gens avec qui on pouvait travailler. Sébastien fait partie des meilleurs scénaristes. Mais Sébastien, oui, parce que Sébastien, il continue à bosser pour un autre studio en parallèle. C'est ça. Le taf de scénariste, c'est pas forcément... Parallèle studio. C'est qui des mondes parallèles? Tu te souviens de la série Sliders, les mondes parallèles? Non. Mais c'est d'ailleurs drôle de rebondir là-dessus, parce que Parallel Studio, on a trouvé ce nom justement par rapport au fait qu'on bossait, c'était des projets à côté qu'on faisait. Ah. Et à la fois le côté monde parallèle, jeux vidéo, et aussi parce qu'on travaillait pour de la réalité virtuelle, donc les mondes, bref, ça fait sens. Et donc ouais, Sébastien, lui, il travaille aussi en tant que scénariste dans d'autres boîtes, parce que le métier de scénariste, c'est pas un métier qu'on a besoin d'avoir à temps plein sur une prod de jeu, parce que voilà, le scénario, souvent on l'écrit un petit peu au début, puis après on écrit les dialogues plutôt vers la fin. Et c'est pas un métier à temps plein pour nous. Du coup, il travaille dans une grosse boîte de jeux vidéo à Bordeaux, et en parallèle, voilà, il bosse pour nos projets. Alors que Nicolas, lui, c'est un peu pareil, parce qu'en tant qu'ingénieur du son et musicien, c'est un peu comme dans le cinéma en fait, c'est un vaste sujet d'ailleurs qui nous préoccupe vachement en ce moment, parce que c'est des sujets administratifs et légaux, mais dans le jeu vidéo on ne peut pas embaucher d'intermittents. Ah d'accord. Parce qu'historiquement les jeux vidéo sont affiliés sans aller trop dans les détails techniques, mais en gros les boîtes de jeux vidéo sont affiliées à de la production informatique, comme si on fabriquait des composants électroniques, etc. Si bien que la loi ne nous autorise pas à embaucher d'intermittents, c'est en gros des CDD ou des CDI. Parce que la plupart des jeux vidéo, jusqu'il y a quelques années, étaient surtout faits par des grosses boîtes, et avec plein de gens en CDI, il fallait une équipe de 50 personnes, 100 personnes, si c'est pas beaucoup plus. Alors que le jeu d'auteur dont je parle, ce qu'on appelle le jeu vidéo indépendant, c'est plutôt des petites structures et qui embauchent un peu les gens au bon moment, et petit à petit ça ressemble de plus en plus au fonctionnement du monde du cinéma ou du théâtre. T'as un noyau dur qu'on appelle la core team, parce que voilà, dans les étapes de création d'un jeu, t'as pas besoin d'avoir tout le monde tout le temps. Enfin, il y a que les grosses boîtes qui embauchent tout le monde pour être sûr qu'ils aient les bonnes personnes, oui, parce qu'ils peuvent développer plusieurs jeux en parallèle, je suppose, et du coup... Il y a de ça, mais c'est aussi pour bloquer les gens dans leur boîte, pour être sûr qu'ils aillent pas ailleurs. Et donc il faut savoir que c'est un vecteur de bore-out dans les boîtes de jeux, et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont
rien faire pendant 2 ans, puis se mettre à travailler. Ils vont faire des petites choses, ils vont essayer de développer des petits outils, des choses comme ça par exemple, mais ils vont être surtout utiles à la fin, quoi. Et alors que dans le fonctionnement d'une boîte plus indépendante comme la nôtre, plus petite, il y a l'idée comme ça d'aller choper les personnes un petit peu au bon moment et de les avoir que sur quelques mois, bosser à fond sur un sujet. Donc c'est en ça que je dis que ça ressemble un peu au cinéma. Mais du coup, oui, c'était pour dire que Nicolas, il bossait aussi, lui, souvent en tant qu'intermittent, pour des boîtes de cinéma par exemple, ou des documentaires, des choses comme ça. Aujourd'hui, tu as sorti combien de jeux vidéo ? À travers le studio ou en tout ? Ouais, à travers le studio. Tu peux répondre séparément aux 2 questions. Alors, avec Parallèle, on a sorti 4 jeux. Il s'appelle comment ? Alors, le premier qu'on avait sorti, donc c'est White Knight, un jeu en noir et blanc, un jeu d'horreur inspiré de l'univers de Hitchcock. Ensuite, on a développé, comme il n'avait pas trop mal marché ce jeu-là, on a eu un énorme succès critique. On a été approché par Oculus, je ne sais pas si tu vois, ils font de la réalité. C'est la réalité virtuelle avec les casques ? C'était les premiers, on va dire, fabricants de casques virtuels grand public pour le marché mondial. C'était la première fois qu'on construisait un casque VR. À l'époque, ils cherchaient des studios pour créer c'était des petits projets à l'époque, donc ils sont venus nous chercher pour développer un jeu d'horreur. Donc on a fait avec eux qui s'appelle Dark Days. Qui était plus, donc c'était plus une commande, un jeu qu'on a fait en même pas 9 mois, mais c'était inspiré de Stephen King / X-Files. Et d'ailleurs, c'était un jeu qui se passait dans les années 90 parce que à cette époque-là, on avait été approché par Metallica qui voulait racheter la boîte. Le groupe de musique. Alors plus précisément Kirk Hammett, le guitariste. Alors c'est pas qu'il voulait racheter la boîte parce que c'est plus compliqué que ça, mais il avait adoré White Knight. Il faut savoir que ce monsieur est grand fan, je l'ai découvert à ce moment-là. C'est un grand fan de tout ce qui est horreur, que ce soit cinéma, littérature, illustration, etc. Et il a créé un musée de l'horreur chez lui. Et apparemment, ils avaient fait rentrer, ils ont intégré White Knight dans leur collection. Et donc on a été approché par ces agents qui voulaient nous demander comment ils pouvaient nous aider pour notre prochain jeu. Et en l'occurrence, on avait discuté un peu de pourquoi pas utiliser sa musique. Donc on avait commencé à installer le jeu donc avec Oculus dans les années 90, ambiance un peu rock, Metallica, etc. Alors ça s'est pas fait pour plein de raisons techniquement et surtout administrativement complexes. Bon, il y avait plein d'avocats sur le coup et tout, c'était un peu compliqué. Mais donc on avait fait ce jeu-là avec Oculus et ensuite... Tu gardes toujours contact avec lui ? Non, pas du tout. Non, c'était... déjà, on était en contact surtout avec ses agents. Enfin, c'est nous qui avons décidé d'arrêter le sujet parce que ça prenait trop de temps, c'était trop compliqué, tout simplement, c'était trop d'argent d'avocats pour faire un contrat propre. C'était entre la Finlande, les États-Unis, la France, bref. Et on avait besoin de sortir le jeu rapidement parce que Oculus nous avait prévu un planning assez serré. Bon, on avait beaucoup discuté à l'époque et voilà, ça s'est pas fait. Il y en a eu d'autres histoires comme ça. On devait travailler avec Kanye West à un moment donné aussi qui était venu nous chercher, mais c'était assez drôle. Et donc c'est White Knight qui avait fait réagir ces gens-là parce que le jeu, quand je disais il a eu un succès critique, c'était ça. Il y a le jeu a fait parler de lui. Ça s'est pas vendu de fou pour autant. C'est comme on fait des jeux entre guillemets un peu d'auteur, c'est fait pour des plus petites niches, donc c'est pas des grosses ventes, mais ça a suffi à convaincre et à toucher quelques personnes comme ça qui nous avaient proposé après de travailler. Donc, mais Oculus, ils sont venus parce qu'on avait fait ce jeu-là. Et ensuite Dark Days, donc le jeu d'horreur pour Oculus, a cartonné lui en VR. Et si bien que Google nous a contacté dans la foulée, je crois le mois suivant, pour nous demander de produire un jeu pour leur nouvelle technologie en réalité virtuelle qu'ils étaient en train de créer aussi. Donc là, on a travaillé sur un jeu qui s'appelle Echo, pareil qu'on a fait en même pas un an. Donc c'était une sorte de commande, même si on était assez libre sur la forme. Et là, on n'a pas fait un jeu d'horreur, on a fait un jeu plutôt poétique, une histoire inspirée de contes éthiopiens, et avec plus de couleurs, un peu miyazakesque dans le genre. Et donc lui, on l'a sorti pour Google, et après, on l'a sorti sur mobile, sur Nintendo Switch. Et comme on avait mis un peu de sous de côté avec tous ces contrats, on s'est lancé dans un projet un peu plus important. Donc c'est Under the Wave, le dernier qu'on a fait. Donc là, on voulait faire un jeu à nous, pas spécialement de commande, mais pour créer vraiment un jeu sur une impulsion. Une vieille idée d'ailleurs que j'avais eue quand j'étais gamin. Voilà, ça fait 4. Et donc lui, il est sorti l'année dernière. Là, on travaille sur notre prochain jeu. Et sinon, avant ça, donc dans les gros studios, j'ai travaillé sur combien de jeux ? Donc, Alone in the Dark 5, c'est un très gros projet très gros jeu qui est sorti en 2008, je crois. Ensuite, j'ai travaillé sur Remember Me, chez Dontnod, sur Life is Strange. Ça doit être le jeu le plus connu sur lequel j'ai bossé. Ah non, il y a Les Lapins Crétins aussi, qui est très, très cool. Complètement différent. Ah oui, je crois que j'ai même bossé sur des jeux de voiture, sur Test Drive Unlimited. Dans les grosses boîtes, j'ai dû bosser sur 5-6 jeux comme ça. J'ai aussi bossé sur des jeux mobiles, des choses comme ça. Mais je commence à avoir de la bouteille un peu là. Il faut prendre la retraite.
Ouais, t'as la moitié de ton chemin, là, Ronan. Hein. C'est pas tout de suite la retraite. Oh là, oui. Non, puis c'est dur de s'arrêter de bosser. Hein. Je passe mon temps à développer des nouveaux projets. Donc bon. Et sur ton dernier jeu, donc Under the Wave, tu disais que c'était quelque chose de plus personnel. Est-ce que tu peux un peu développer? C'est plus personnel en termes de style, en termes d'histoire? C'était en termes d'intention, je dirais. C'est une idée de jeu que j'avais eue. Alors ça remonte pas mal. Je crois que j'étais en seconde. En fait, ça a commencé avec à l'époque de l'Erika, du naufrage. Sur les côtes bretonnes, c'était en face de chez moi quand j'étais petit, enfin pas très loin. Et ça m'avait marqué la pollution en fait du pétrole sur les plages. Je n'étais pas spécialement écolo ou quoi, ni dans une famille écolo, mais ça nous avait vraiment touchés. Visuellement, les plages étaient noires et oui, parce que toi, tu es sur les côtes sud de la Bretagne. C'était au large de Quimperlé, de Lorient. Enfin, c'était vraiment en face de chez mes parents. Et c'était impressionnant parce qu'on venait de chercher à l'école pour demander s'il y avait des volontaires pour aller nettoyer les plages. Ah ouais. Ouais, c'était ça. Puis ça a impacté tout le monde là-bas. Mon papa était plus dans la marine, mais militaire. Du coup, c'est vrai que nous, du coup, sur la côte nord. Vous étiez tranquille. Non, mais on était tranquille. Après, je me souviens que comme c'était pas longtemps autour de Noël, ils avaient mis des barricades pour pas qu'on voit et qu'on aille sur certaines plages autour de Vannes. Mais sur la côte nord, en fait, les gens ils sont plus marqués par un autre naufrage, plus par la Mococadis. Ouais. Mais c'est vrai que chaque génération qui a vécu une marée noire s'en souvient vraiment de façon très forte. Puis la Bretagne n'a pas été épargnée, on va dire. Mais ouais, quoi qu'il en soit, ça m'avait marqué et j'avais commencé. Moi, je commençais tout juste à dessiner, etc. et essayer de trouver mon orientation scolaire. Donc, je commençais à me dire je découvrais qu'il était possible de travailler dans le jeu vidéo. J'étais passionné par les jeux, etc. J'avais commencé même à développer des petits trucs, mais j'avais pas du tout compris que c'était possible de travailler. Enfin, j'avais pas réalisé que c'était un travail en fait. Et même plusieurs métiers. C'est des dessinateurs, des gens qui font de la musique, du son, de l'écriture. Ça touchait à beaucoup de choses. Et quand je sais plus exactement, je crois que c'est une prof au collège qui m'avait fait comprendre que ça pouvait être mon orientation en fait professionnelle. Et à partir de là, j'avais commencé à développer des prototypes de jeux un peu plus précisément, et un des premiers prototypes que j'avais un peu plus abouti, c'était sur l'histoire d'un plongeur qui devait aller nettoyer les fonds marins. Donc c'était du pétrole qui s'était accumulé sur les rochers et on devait aller aspirer le pétrole. Et sous le pétrole s'écrivait une histoire en fait. Et j'ai repris, donc je suis parti vraiment de ce prototype-là que j'avais envie de réinvestir il y a quelques années. Après qu'on ait fait toute une série de commandes de projets, on a laissé reposer un petit peu les choses et ça m'est revenu un peu naturellement là. Et puis il y avait j'avais toute une nostalgie. C'est un jeu qui parle de beaucoup de sujets, donc il y a la pollution, il y a le deuil aussi. Moi, c'est un sujet sur lequel je voulais travailler et du coup, voilà, je voulais me servir d'un terreau intéressant, une métaphore assez puissante, l'océan, etc. Enfin, le fait d'être sous l'eau. Donc il y a tout ça qui s'est un petit peu mélangé et à partir de là, on a commencé à travailler sur un prototype. Donc c'est un jeu qui puise beaucoup dans mon enfance, dans mon vécu aussi, pas que dans le mien, dans celui aussi de Sébastien Renard, le scénariste, et de Nicolas Brodin, composition. Donc on a mélangé un peu ce qu'on a traversé un peu dans nos vies, mais voilà, on a voulu faire un projet plus perso, plus peut-être profond, c'est le cas de le dire, mais plus personnel. Ouais. On a voulu mettre des choses à nous et créer un jeu plus d'auteur là-dessus, quoi. Ça remonte un peu. Enfin, ça fait remonter beaucoup de choses. Et notamment, ça a permis de développer la direction artistique du jeu, qui est très inspirée des années 70. C'est trop, il y a une mouette qui arrive à ce moment-là. C'est vrai qu'on est à Paris, on n'est pas en Bretagne. Il y a quelques mouettes depuis quelques jours ici, je ne sais pas pourquoi. Et moi, quand j'étais gamin, j'allais souvent jouer sur les bateaux militaires où bossait mon père. Donc il y avait toute cette imagerie des bateaux avec ce design des années 70-80, avec en plus tous les encyclopédies de Cousteau que j'avais récupérées à l'époque. Et donc tout ça, ça a nourri ce qui est devenu Under the Wave, quoi. Ça remonte. Bah ouais. Et du coup, tes proches, ils l'ont apprécié comment, le jeu ? Alors, ça les a beaucoup touchés parce que j'avais fait la surprise
de pas leur... Enfin, je leur avais pas dit que j'allais passer dans l'Ouest France, tu sais, autant j'avais fait la promotion du jeu partout dans le monde, dans les gros journaux de jeux vidéo, etc., classiquement, et bon, je veux dire que ça représentait pas forcément beaucoup de choses pour mes parents, parce que c'est un univers très lointain dans ma famille, encore moins pour ma grand-mère ou le reste de ma famille, mais par contre, arriver dans le Télégramme ou l'Ouest France, et surtout en première page, le tout affiché dans les rues, ça les a... Enfin, j'ai reçu plein de photos, ils étaient très fiers, ils ont affiché ça partout, chez leurs amis et tout. Je crois que même, on m'a raconté que... Donc il y a ma grand-mère qui vit toute seule dans sa maison. C'est une voisine qui est venue frapper à sa porte pour lui demander si c'était pas son petit-fils qui était dans le journal, et elle voyait pas très bien, elle s'est mise à trembler apparemment. J'avais fait la... Bon, c'était pas vraiment une surprise, parce que surtout je savais pas du tout quand est-ce que l'article allait sortir ou quoi, mais... Bref, ça les a beaucoup touchés, et puis après mon père était très fier parce que j'ai souvent évoqué mon papa dans mes inspirations et dans le fait que voilà, ça a été pour moi un des éléments fondamentaux de l'histoire, de parler de la marine, etc., et de ce que j'avais vécu quand j'étais gamin. Donc, ça les a beaucoup touchés. Pour autant, ils n'ont pas joué au jeu plus que ça. mais c'est pas forcément fait pour eux, mais c'est bientôt. Ah, tu crois qu'ils vont s'y mettre? Mon papa a chopé un nouvel ordinateur, donc peut-être qu'il va pouvoir jouer un petit peu. Alors le jour de la sortie du jeu, alors en plus il est sorti le jour de mon anniversaire, donc c'était un peu symbolique. Ma sœur était venue avec son amoureux chez mes parents, et son amoureux avait ramené sa console pour être sûr que le jour de la sortie du jeu, il puisse faire une présentation à mes parents, parce qu'ils étaient chez mes parents à ce moment-là. Moi j'y étais pas. Voilà, c'était plus un gamer, donc il a pu leur faire la démonstration du début du jeu. J'avais trouvé ça très touchant. Donc voilà, après, j'imagine qu'ils joueront au jeu bientôt. Under the Waves, c'est un peu comme quand les gens ne jouent pas. Moi je pense à Assassin's Creed, où en fait Assassin's Creed il a plu à beaucoup de gens parce qu'il y a des gens juste ils regardent les autres jouer parce qu'il y a un univers cinématique fort. Et du coup, je pense que ça a aussi parlé à tes parents grâce à ça, non? Oui, en effet, c'est un jeu très, comme tu dis, qui est très cinématographique, qui raconte avant tout une histoire. Donc il n'y a pas ce côté, on va dire, jeu classique où c'est des armes, ça tire partout, et c'est très arcade, c'est pas pour en dire du mal, mais voilà, c'est pas le même genre de jeu. Donc c'est plus effectivement comme un film que tu joues. Donc c'est très facile de regarder quelqu'un, même très agréable de regarder quelqu'un jouer, et puis voilà, il y a des voix, de la musique, il y a des dialogues très bien écrits, dans le sens où voilà, il y a vraiment un jeu d'acteurs, on a travaillé avec des acteurs hyper talentueux, donc on a enregistré toutes les voix en France avec un américain. C'est de la musique orchestrale, etc. Il y a vraiment un travail très important sur la réalisation en soi du jeu, quoi. Donc ça peut se regarder comme un film. Alors, à ce niveau-là, ouais, je suis d'accord que c'est plus digeste. Mais bon, c'est quand même manette en main qu'on comprend plus de choses dans le jeu. C'est sûr. Comme tu diriges un studio de jeux vidéo, tu as dit que toi, comme c'est un studio indépendant, tu fais appel de façon temporaire à certaines personnes, etc. Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi les étapes d'un jeu vidéo et combien de temps ça prend de faire un jeu vidéo? Tu peux prendre un exemple de ton dernier jeu, parce que je pense que c'est pas exactement les mêmes que tu fasses un jeu sur mobile ou sur console. Il y a tellement de types de jeux vidéo différents, de tailles d'équipes différentes, qu'effectivement ça peut prendre 6 mois pour faire un jeu comme 10 ans. Il y a plein d'exemples de jeux qui ont des étapes de production. Et c'est même pas forcément une histoire de taille de jeu, etc. C'est vrai, ça dépend même de l'auteur des fois. Bref, mais en général, on va dire que c'est 2-3 ans pour un jeu, on va dire, classique. Enfin, pour les gros jeux, c'est autour de 5-6 ans, je pense. Les très très gros jeux, ça peut être 10 ans, comme les GTA, etc. Ou certains. Ah, un GTA, c'est 10 ans. Bon, quasiment, ouais. Même plus, je pense aussi, parce qu'ils commencent souvent bien avant que le dernier sorte, en fait. Puis voilà, il faut aussi savoir qu'il y a plein de jeux qui sortent pas parce qu'ils sont pas assez bien instantés, etc. Donc ils sont mis en pause, ils sont repris plus tard, et du coup tu peux avoir des jeux comme ça qui ressortent des années et des années plus tard, quoi. Mais je dirais, ouais, à peu près, nous par exemple, Under the Wave, ça a mis environ 3 ans, un peu plus si on compte l'étape, on va dire, très contractuelle. Parce que, en gros, quand tu conçois un jeu vidéo, tu commences d'abord par ce qu'on appelle un pitch. C'est avant même de commencer quoi que ce soit, c'est quasiment une feuille où tu résumes un peu l'idée de jeu, et puis
voilà, tu imagines le concept général du jeu. Donc ça, c'est plus pour toi ou pour ta petite core team ou l'équipe, on va dire. Ensuite, tu commences à définir l'univers, donc tu vas commencer à dessiner un peu dessus. En même temps, tu commences à définir les mécaniques de jeu. Donc là, tu commences à faire un petit prototype. Et donc tout ça, c'est vraiment, je sais pas, c'est un peu comme quand tu testes un peu des storyboards pour le cinéma. Enfin, c'est vraiment des phases où tu essayes de créer de réfléchir un petit peu à tous les aspects du jeu. Une fois que tu touches un petit peu à quelque chose, une fois que c'est à peu près cohérent, tu commences à travailler sur un vrai prototype, c'est-à-dire un truc un peu plus formalisé, sur lesquels, par exemple, tu vas pouvoir mettre de la musique, du son, peut-être même avoir un peu de voix off, tu vas pouvoir travailler avec un comédien qui va te faire 2-3 petites phrases, parce que le but, une fois que tu as ça, c'est d'aller voir des éditeurs, comme dans la BD ou la littérature ou les boîtes de production dans le cinéma. Donc tu vas vendre ton projet, donc souvent ça se passe sur des salons, ou même par email, tout simplement. Et là tu pitches ton projet à des éditeurs. Et du coup il y a des maisons d'édition de jeux vidéo. C'est ça. Donc Ubisoft par exemple, même s'ils éditent leurs propres jeux vidéo, c'est avant tout une boîte d'édition. Il y a, en France il y en a plein, mais Google, c'est des éditeurs, Oculus, c'est des éditeurs. Il y a des éditeurs qui sont constructeurs de matériel aussi, comme Sony ou Microsoft qui font la Xbox ou la PlayStation, mais tu as plein d'éditeurs dans le monde entier, dans chaque pays, tu as des dizaines et des dizaines d'éditeurs. Et eux financent en gros la production d'un jeu, ils en assurent la vente, et en échange de quoi il y a des partages de royalties, classiquement comme un livre par exemple. Donc avec ton prototype, tu vas pitcher à des éditeurs, et une fois qu'il y a un éditeur qui est OK, que du coup le budget, parce que souvent dans cette phase-là, c'est beaucoup de discussions avec l'éditeur. Parfois c'est avec plusieurs éditeurs différents, parce qu'il y a des éditeurs qui vont vouloir mettre plus de budget pour faire un truc plus gros, des éditeurs qui vont vouloir mettre moins de budget parce qu'ils préfèrent des projets plus petits, peut-être plus je sais pas, artistiques par exemple, d'autres qui veulent plus d'action, d'autres qui... tu t'arranges, tu vois un petit peu dans ces discussions-là, là où ça t'amène, mais cette phase, elle peut être longue, ça peut durer 1 an, 2 ans quasiment, peut-être même plus sur certains projets. C'est un peu la gestation du projet. Puis enfin, quand tu as le contrat avec l'éditeur et que c'est OK, c'est bon, on sait que le jeu va coûter tant à produire, on sait on doit le finir pour telle date parce que l'éditeur a prévu une fenêtre de tir à ce moment-là. Tu connais à peu près les attentes de l'éditeur sur les différents ingrédients, on va dire, du jeu. Ensuite, tu passes à la phase de ce qu'on appelle de pré-production. Donc là, tu fais tout, tu prépares toute la production. Enfin, c'est en préparation à la production du jeu. Donc tu prépares les outils. C'est là aussi que tu montes l'équipe. Tu vas chercher les différents postes nécessaires qui te manquent. Et c'est l'étape où tu aussi vas créer toute la bible graphique, même narrative ou sonore du jeu. Donc là, tu vas bosser à fond avec des gens pour faire tous les dessins préparatoires du jeu. Tu vas commencer à faire des musiques, des tests de musique, d'ambiance sonore, des choses comme ça. Tu vas commencer à écrire des dialogues pour essayer de trouver le bon ton, écrire tous les personnages. Donc c'est vraiment c'est un travail assez colossal qui te demande de mettre à plat tout le jeu. Donc là, on va travailler avec par exemple des experts, on va travailler avec des animateurs, des acteurs, on va travailler avec des costumières par exemple, pour faire un travail préparatoire sur tous les costumes du jeu quand c'est nécessaire. Et ensuite, quand ce travail-là est... Parce qu'en fait, ça t'apporte quoi d'avoir des vrais acteurs et des vrais costumes pour faire un jeu qui va pas être avec des vrais acteurs à la fin? C'est pour le travail de la costumière, c'est pas tant pour créer des costumes que pour imaginer le personnage. Donc, dans le jeu, on appelle ça plutôt du character design, mais après, ça dépend de ton univers. Si c'est très cartoon, c'est pas forcément une costumière que tu as embauchée, mais quand tu fais un jeu, on va dire, basé sur un univers réaliste, c'est plus efficace d'aller travailler avec des gens qui travaillent dans le cinéma, par exemple, en costume. Il y a même des boîtes qui bossent avec des coiffeurs, etc., pour aller définir le personnage, même si derrière tu les modélises en 3D, c'est pour avoir une base solide en fait en termes de qualité. Et après c'est vraiment dépendant de la direction artistique du jeu ou direction d'animation. Par exemple, nous on travaille souvent avec ce qu'on appelle de la motion capture. Donc c'est les comédiens à qui on met un pyjama avec des boules blanches et on capture leurs mouvements. Ça donne un type d'animation très spécifique, très réaliste on va dire, avec des micro-mouvements, des choses comme ça qui sont très cinématographiques. Et mais beaucoup de jeux vont pas utiliser ça, vont faire plutôt ce qu'on appelle du keyframe, donc c'est l'animation image par image à la main. Donc ça dépend vraiment de la direction artistique. Mais voilà, en pré-prod, justement, c'est tout ce qu'il faut définir. Tu cernes vraiment tous ces détails du projet. Et quand tout est validé, donc validé par l'éditeur notamment, là tu pars en production. Et en prod, tu réalises tout ce qui a été écrit dans le scénario,
Là, tu pars en tournage avec des comédiens pendant parfois plusieurs semaines pour tourner toutes les animations du jeu, toutes les petites séquences cinématiques où un personnage parle avec un autre, ou fait une action, etc. C'est aussi dans ces moments-là, tu construis les décors. Nous, on construit d'un côté les décors en 3D que tu verras dans le jeu, mais pour les comédiens, il faut aussi construire les décors en physique pour qu'ils puissent jouer dans les décors. Donc là, typiquement dans Under the Wave, comme le jeu se passe notamment dans un sous-marin, on a reconstruit tout le sous-marin avec des structures en métal, etc., dans le studio d'enregistrement de motion capture pour faire jouer l'acteur dans les vrais décors, pour que quand il pose sa main sur un morceau sur une paroi, par exemple, qu'il la pose au même endroit que dans le décor 3D qui est dans le jeu, quoi. Et pareil, s'il doit prendre un objet pour le poser à un autre endroit, dans la motion capture, il va juste déplacer une balle de tennis. Mais nous, on va la capturer, il faut que ce soit à peu près les mêmes dimensions que, je sais pas si c'est une tasse, par exemple, dans le jeu qui le déplace. Il faut qu'il y ait les bonnes dimensions, les bons contacts avec les bons endroits, etc. Donc ça, c'est beaucoup de préparation qui a été faite en amont, et une fois qu'on fait les enregistrements, ça va vite. On a construit tous les décors, on enregistre toutes les animations. Et après, on intègre tout ça dans le jeu, et puis après, tu as Nicolas, par exemple, avec son équipe, qui va intégrer tous les sons par-dessus ça. Donc par exemple, si c'est un personnage qui attrape une tasse et la pose, faut créer le son du frottement de la tasse, faut créer le son du toucher de la tasse, de l'impact quand ça touche l'autre endroit, etc. Ça, c'est beaucoup de travail. Et puis tu as Sébastien Renard qui va écrire le dialogue du gars qui prend sa tasse, par exemple. Et donc ça, faut l'imaginer sur toute la durée du jeu, sachant qu'un jeu, ça dure pas 2 heures comme un film, c'est une quinzaine, vingtaine, trentaine d'heures parfois. Donc c'est une trentaine d'heures de contenu, d'écriture, de son, d'image, de musique. Parce que par-dessus tout ça, il faut en plus composer les musiques avec l'intérêt tout particulier du jeu vidéo d'être interactif. Du coup, tu peux pas. Le joueur peut avancer à son rythme, créer les interactions avec l'environnement à son rythme, et du coup, la musique, il faut qu'elle suive, etc. Donc c'est très, 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 très technique. Je dirais pas que c'est plus complexe que de faire un film, parce que c'est pas mon métier de faire des films, mais donc j'irais pas m'avancer là-dessus. Mais faire un jeu, c'est extrêmement compliqué. Alors moi, particulièrement, c'est ce qui me plaît dans le jeu vidéo, c'est que ça touche à tellement de corps de métiers différents, il y a tellement d'aspects différents. Il y a un petit côté château de cartes que tu montes avec plein de gens. Je sais pas, moi, par exemple, je travaille avec des costumières, des acteurs corps, des acteurs de voix, avec des musiciens, avec des gens qui font de la lumière, par exemple, pour aller demander des conseils sur comment utiliser la lumière, comment régler tel spot dans le jeu pour avoir du sens avec la lumière, etc. Il travaille avec les scénaristes pour créer l'histoire du jeu, mais aussi après tous les dialogues. Il travaille avec des graphistes, des illustrateurs, des gens, des pointures. Les gens avec qui qu'on a travaillé sur Under the Wave, c'est des gens qui ont bossé sur Dune, par exemple, sur Blade Runner, c'est vraiment des grosses pointures rencontrées sur les productions, grosses prods sur lesquelles j'étais avant. Et ça va aussi jusqu'aux programmeurs, où on va réfléchir aux problèmes techniques, etc., mais vraiment pur, jusqu'à même discuter avec les éditeurs, donc plus le côté marketing, comment vendre le jeu, c'est quoi le message du jeu. Faut savoir qu'avec Under the Wave, on a aussi travaillé avec une association de sensibilisation à la défense, à la protection des océans. Donc on a rencontré c'est Surfrider Foundation Europe, et ils sont venus nous rendre visite au studio, on a discuté avec eux, on a brainstormé le jeu avec eux. Moi j'étais comme un fou parce que je discutais avec je me levais de mon ordi parce que je venais dessiner un peu une scène, etc., pour aller discuter avec le responsable de l'association. On parlait de plein de choses sur la pollution des océans. À côté de ça, j'étais en discussion par email avec des chercheurs qui bossent sur des baleines, et parce qu'on a adopté une baleine dans la vraie vie. Comment tu peux adopter une baleine dans la vraie vie? Faut avoir un peu de place. Non, très simplement, c'est en échange d'un don à l'association, tu peux, donc c'est de la recherche scientifique sur les baleines. Alors, en échange de ça, tu peux nommer une des baleines. Donc eux, ils répertorient toutes les baleines dans le monde, et elles ont des noms avec des numéros, et donc c'est pas très glamour comme ça, mais donc toi, si tu finances un petit peu l'association, tu peux donner un petit nom à cette baleine, et ça devient ta baleine, et dans le sens où tu as ses coordonnées GPS, tu as son cycle de vie, entre guillemets, son état. T'as tout le détail de son physique, mais de sa peau, t'as toutes des petites taches, par exemple, des trucs comme ça, ce qui leur permet de l'identifier. Donc nous, avec ça, on l'a modélisé et mis dans le jeu. Elle s'appelle comment? Sunny. Elle la ressemble dans le jeu vidéo à ta baleine Ouais. Bon, c'est pas notre jeu, il y a un tout petit peu cartoon sur les animaux, donc c'est pas à l'identique purement, mais ouais, c'est une grande baleine bleue. Et c'est le comédien qui joue la voix du héros qui a donné son nom à cette petite baleine.
Mais voilà, donc on bosse avec beaucoup de métiers différents, là-dessus c'est très enrichissant. Et on passe de plein de sujets à d'autres, c'est hyper. Surtout quand pendant le jeu, on a aussi fait le bilan carbone du studio. On a travaillé avec des gens très techniques sur les consommations d'énergie dans la boîte. C'est riche. Presque trop des fois, c'est un peu fatigant. Bah ouais, ce que j'allais me dire, tu dois diriger, donc réaliser un jeu vidéo, plus faire les contacts commerciaux, plus faire les contacts associatifs, plus machin. Tu dors la nuit. Ça a été beaucoup de boulot. Après, bon, c'est aussi un choix. C'est-à-dire que quand je bossais dans les gros studios, les équipes sont tellement grosses que beaucoup du taf est délégué. T'as plein de métiers comme ça. Sous-jacent. Mais nous, on est une petite boîte, on n'avait pas forcément un gros budget. Il y a plein de casquettes qu'on a dû tous assumer. Parce que bon, plus ça allait, plus on développait le jeu, plus l'ambition aussi augmentait parce que on voyait qu'on pouvait atteindre telle qualité. Donc on nous a poussé un petit peu dans nos retranchements qualitatifs. Bon, après, c'est comme un sprint. Hein, une fois que tu l'as sorti, t'es content, quoi. Après, tu te reposes un peu, puis t'attaques le suivant. mais c'est sportif, ça, c'est sûr. Faut s'accrocher. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu tes formations, ton parcours scolaire ? Oui, j'ai commencé très concrètement en art appliqué. À la base, j'ai fait le collège, le lycée. Je suis allé d'abord... Oui, je voulais faire un lycée art appliqué et j'ai pas été pris la première année. Du coup, j'ai fait une seconde, qu'on appelait ça déjà, productique, je crois. J'ai un peu de programmation, un peu de mécanique, donc c'était un peu des métiers. C'est un bac STI. Je dis ça parce que c'était quand même pas mal pour moi pour voir un petit peu des sujets techniques, notamment en programmation, parce que c'est quelque chose qui m'a, je dirais pas servi, mais qui m'a ouvert un peu les yeux sur le côté très technique d'un jeu vidéo. Mais l'année suivante, donc j'étais pris en art appliqué, donc j'ai fait un bac art appliqué. Ensuite, je suis monté à Paris, je sais plus dans quel ordre ça s'est fait, mais je suis allé à Estienne en cinéma d'animation. Et à l'issue de l'année du stage, à la fin de la première année à Estienne, j'ai été embauché direct dans une très grosse boîte de jeux vidéo. Donc t'as pas fini ta formation hein. J'ai pas, je me suis vachement posé la question, et puis l'école voulait que je la finisse, mais comme mon objectif c'était de bosser dans des grosses boîtes de jeux vidéo, je voulais être illustrateur pour des jeux vidéo. Et le plus gros projet qui se faisait en France à ce moment-là, donc c'était le In the Dark chez Atari, me propose un stage, donc je le fais. Enfin, j'obtiens un stage là-bas, et à la suite de ce stage, il propose de m'embaucher. Du coup, je m'étais dit, je finis ma formation j'essaye d'avoir un diplôme pour espérer être embauché dans le genre de boîte. Là, on me propose déjà un bouléot. Et je savais que c'était des occasions est-ce rêvées, que je passe pas à côté de l'occasion si je refuse quoi. Et l'expérience après m'a bien montré que c'était vraiment des fois tu as des fenêtres comme ça de tir. C'est un milieu qui est très compliqué à intégrer parce qu'il faut, quand tu connais du monde et que tu as déjà un peu d'expérience, c'est assez facile de bouger d'une boîte à l'autre. Mais quand tu viens nulle part et que tu es stagiaire, surtout que moi j'avais pas forcément fait d'école parce qu'à l'époque on commençait à avoir des écoles de jeux vidéo qui arrivaient en France, et du coup on commençait à embaucher des gens qui avaient des formations assez spécifiques. Moi j'étais un peu un ovni qui venait d'une école d'art, c'était pas forcément souvent le cas. Du coup je savais que j'avais une fenêtre réduite, une fenêtre de tir assez réduite, donc j'ai jamais regretté mon choix. Mais donc Estienne, et après c'est tout. Après, j'ai fait quelques petites masterclass qui valent un peu pour formation, où j'ai rencontré des gens pour apprendre l'écriture dans le jeu vidéo, des choses comme ça, quoi. Ça t'ouvre un petit peu. Et toi, quand tu recrutes aujourd'hui, tu t'en fiches des diplômes ou Ah, complètement, ouais. C'est pas du tout ce qui va compter. Alors, ça dépend des corps de métier, bien sûr, mais je vais d'abord regarder la motivation des gens. Typiquement, dès que tu vois quelqu'un qui fait des prototypes chez lui, qui est à fond, etc., c'est tellement un métier où il faut crocher dedans et sortir, comment dire. Il faut toujours regarder ce qui se fait ailleurs, aller regarder parce que ça évolue tellement vite que ce que tu as appris à l'école, de toute façon, une fois que tu arrives au boulot, c'est déjà obsolète, quoi. Donc, alors, tu as des méthodologies que tu apprends à l'école, mais c'est de toute façon ceux qui bossent beaucoup chez eux et qui vont beaucoup regarder des tutos, etc., sur Internet, qui vont le mieux réussir. Mais du coup, voilà, je regarde surtout la motivation des gens, leur projet, puis après leurs compétences. Il y a des gars qu'on embauche en graphisme ou des illustrateurs qui tabassent dès le lycée, dès la sortie du lycée. Là, ça veut dire qu'ils dessinent bien ou ça veut dire après graphisme ? Non, qu'ils dessinent déjà très bien, ouais. C'est pas forcément une histoire de technique, c'est plutôt une histoire d'univers aussi, de sensibilité. Donc après, suivant les projets, tous les projets ne se ressemblent pas en termes de DA, tu vas choisir un peu en fonction des profils, mais de base, c'est surtout la motivation, le boucle, quoi, qui compte. Beaucoup la motivation.
Après, dans les grosses boîtes, c'est un peu différent parce que dans les grosses structures, tu as des boîtes de recrutement, des RH, etc. Moi, j'ai un filtre très créatif parce que et quand je fais passer quasiment tous les entretiens. Le côté humain, je le vois assez vite et le côté créatif, tu le vois aussi assez vite, quoi. Mais du coup, le côté humain, ça veut dire que quand tu reçois quelqu'un en entretien, tu te dis est-ce qu'il va matcher avec le reste de l'équipe aussi? Ah ouais, bon ça je pense que c'est un sujet qui touche toutes les boîtes, hein, mais comment la personne va s'intégrer à l'équipe, parce qu'il suffit que nous on est dans une petite boîte, on était à peine une vingtaine sur Under the Wave, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit pas très sympa, c'est rare hein, quand même de tomber sur des cas compliqué, mais quelqu'un qui est très compliqué humainement, c'est sûr. Ça peut vite créer une sale ambiance et provoquer des problèmes de production, quoi. Je dis ça parce que je l'ai vu dans d'autres boîtes, les grosses boîtes. Mais quand c'est des très gros studios, ça se digère un petit peu, ça se lisse un peu sur l'équipe. Mais dans les petites équipes où tout le monde a des multi-casquettes, etc., c'est plus compliqué. Alors j'ai eu à le gérer sur les petites équipes. C'est le rôle un peu du lead derrière, d'aller articuler un peu les gens entre eux et donc de créer les canaux de communication, de discussion et pour que tout le monde soit à l'aise et confortable au travail et que la qualité elle soit là, quoi. Mais après tu peux avoir des profils où c'est un peu plus des tricheurs, des gens qui ont menti sur leur CV ou leurs compétences, qui ont été prendre des images à droite à gauche par exemple. Ça peut arriver, surtout qu'en ce moment voilà, il y a l'IA qui arrive à fond sur le marché là. Donc il y a beaucoup de gens qui se mettent à utiliser l'IA et qui pensent être entre guillemets créatifs ou techniquement au point, mais juste parce qu'ils savent utiliser certains outils d'IA. Donc ça, ouais, faut redoubler un peu d'attention, mais après, c'est très rare les problématiques là-dessus. Faut aussi dire, c'est un petit milieu et typiquement Nicolas Bredin, qui est donc le cofondateur, il était aussi directeur pédagogique à la plus grosse école de jeux vidéo de Paris. Du coup, dès qu'il y avait entre guillemets un bon élément dans les élèves, on avait déjà son nom et on savait que dans les stages, quand on allait prendre des stagiaires par exemple, on savait à peu près qui prendre et qui pas prendre, quoi. Et puis tous les gens qu'on avait croisés avant dans nos productions précédentes, c'était aussi une mine d'informations pour savoir qui était bon ou moins bon. Donc c'était pas trop dur dans le recrutement au final. Je veux juste dire par là qu'on a très rarement eu des mauvaises surprises, quoi. Et tu parles de l'IA et ça impacte beaucoup là en ce moment l'IA. Énormément, ça bouleverse. Par exemple, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle nous des concept artistes, c'est des illustrateurs, hein, tu bosses avec eux pour la création de décors, de personnages, etc. Il y en a plein qui ont vu clairement leur carnet de commandes fondre jusqu'à quasiment avoir plus aucune commande. C'est des gens qui bossent aussi dans le cinéma, etc. Parce qu'il y a beaucoup malheureusement de boîtes, de marketing ou des éditeurs qui vont arrêter de faire appel à des illustrateurs parce que voilà, c'est un coût de bosser avec des illustrateurs et tu te dis aussi c'est moins cher c'est gratuit de faire de l'IA et en plus ça donne il y a beaucoup de gens frustrés parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences en illustration, etc., qui vont faire de l'IA et penser qu'ils sont capables de faire des choses de qualité en utilisant de l'IA. Il faut savoir que l'IA, c'est pas vraiment de l'IA, c'est du patchwork de tout ce que Internet accumule en travaux de tous les concept artistes, tous les illustrateurs qui mettent leurs travaux sur Internet. Donc, il y a beaucoup d'illustrateurs maintenant qui retirent leurs images d'Internet parce que c'est ça qui sert de base de données à l'IA. Parce que éthiquement, c'est quasiment du vol en fait. Il n'y a pas de royauté, il n'y a rien. Donc c'est des sujets qui sont en discussion dans les plus hautes instances, je crois, en ce moment. Mais le fait est qu'il y a beaucoup de boîtes qui commencent à utiliser l'IA maintenant, dès maintenant, quoi. Et dans beaucoup de corps de métier, parce que là je parlais du dessin, mais en programmation par exemple, tu peux aussi demander à l'IA de te simplifier des trucs. Même en scénario, on avait fait des tests, tu peux créer un personnage, un scénario, et le résultat est bluffant, c'est simplement, c'est un peu formaté, quoi. C'est très lisse comme format, quoi. Comme résultat. Mais il y a un impact certain, à tel point que même que les éditeurs, à chaque fois, nous demandent notre approche vis-à-vis de l'IA, parce que pour l'instant, éthiquement, c'est mal vu d'utiliser l'IA, les joueurs en général sont contre. Dès qu'il y a une boîte qui se fait épingler à avoir utilisé de l'IA, elle se fait, un peu défoncer par les joueurs, et il y a des chutes de vente, etc. Mais ça va durer qu'un temps, je pense. Mais ouais, c'est un peu... je pense que c'est le début de l'origine d'une crise dans le jeu vidéo, d'ailleurs. Une crise assez importante en ce moment, qui a commencé dans le cinéma à Hollywood, avec les acteurs. Typiquement, on est capable d'enregistrer les sons de la voix d'un acteur. Donc il enregistre plein de voyelles, etc., plein de consonnes, Et après, l'IA refabrique la voix derrière. Et les résultats sont vraiment, vraiment pas mal.
mais ça fait que ça vole le travail des comédiens, quoi. Donc d'un côté il y a l'évolution technologique, de l'autre il y a un aspect un peu éthique, et on arrive à une phase de l'industrie, que ce soit jeu vidéo, cinéma, du divertissement général, où il faut commencer à se poser des questions sur les évolutions, quoi. C'est vraiment tout nouveau. Tout à l'heure, tu as parlé de ton jeu vidéo, tu as dit que tu t'étais inspiré de ce que tu avais vécu, tout ça, pour Under the Waves. Et en général, qu'est-ce qui t'inspire pour travailler ? Moi, j'aime bien travailler sur la base d'émotions. Donc, j'aime bien, je sais pas, soit un univers, soit des fois c'est une simple illustration, une peinture, un endroit. J'aime bien essayer de sentir un peu quelque chose, une ambiance, une atmosphère. Et souvent, c'est là-dessus que je vais concentrer, et du coup après commencer à dessiner sur des choses comme ça, sur ce type d'univers, et dans le but vraiment d'essayer de façonner une émotion, un type d'émotion en tout cas, qui va servir après à travailler sur des projets. Mais moi je suis assez inspiré par des choses qui peuvent émouvoir, donc ça peut toucher à plein de choses, hein. C'est vague. Et dans ta vie personnelle, qu'est-ce que tu consommes comme type d'art ? Quels arts dont tu peux pas te passer Alors je dessine beaucoup, donc fatalement tout ce qui est illustration, etc. Je regarde beaucoup de choses. Un peu de BD, un peu de livres, beaucoup de cinéma, beaucoup de cinéma, beaucoup de musique aussi, un peu plein de choses, hein. Tout type de musique, tout type de cinéma ? Non, pas tout type de cinéma, les cinémas un peu plus d'auteur. Je sais pas s'il y a vraiment... Non, j'aime bien tout le type de cinéma, en vrai. Ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est tout le travail du cadrage, du rythme, du montage, etc. Il y a beaucoup de choses que je regarde avec un filtre un peu technique. Mais le théâtre aussi. J'aime beaucoup le théâtre parce que ça nourrit beaucoup de choses dans le jeu vidéo. On a tendance dans le jeu vidéo à expliquer à essayer de s'approcher le plus possible du cinéma. On parle de jeux un peu cinématographiques, etc. Mais en réalité, je puise beaucoup plus de choses dans le théâtre, la façon d'écrire ou de concevoir la mise en scène, etc., a beaucoup plus de points communs avec le théâtre dans le jeu vidéo qu'avec du cinéma. Mais on pourrait écrire toute une thèse là-dessus, mais il y a plein d'exemples. On travaille beaucoup avec des acteurs qui viennent du théâtre plus que du cinéma, parce que dans le jeu vidéo, on a besoin de faire bouger des corps, et parce qu'on voit souvent les choses d'un peu loin, et les gens au théâtre sont beaucoup plus efficaces pour véhiculer une émotion à travers leur corps que les gens du cinéma qui ont plus l'habitude de bosser sur des cadrages du visage, là où le corps est un peu plus figé. Et on a eu beaucoup de discussions comme ça avec les acteurs de théâtre en question, et de plus en plus de studios de motion capture bossent vraiment avec des acteurs de théâtre pour cette raison-là. Au théâtre, quand tu joues à un jeu vidéo, tu es dans quelque chose de très temps réel, c'est-à-dire que l'univers se dévie sous tes yeux, quoi. Il y a tout ce qui est plein de petits objets qui bougent. Nous, par exemple, on a des poissons, etc. C'est un monde vivant et qui est dépendant de ce que va faire le joueur. Donc, c'est-à-dire que le point de vue, il est dépendant du joueur. Et au théâtre, on réfléchit la mise en scène par rapport à une multitude de points de vue, parce que tu peux être soit devant, derrière, au fond, à droite, à gauche. Et il y a plein d'astuces de mise en scène qui consistent pas à allumer une lumière à gauche pour attirer le regard. Et on fait exactement la même chose dans le jeu vidéo. Là où dans le cinéma, il suffit de faire un plan sur la lumière. Donc le jeu vidéo emprunte parfois le langage cinématographique pour se rapprocher un petit peu du cinéma et pour montrer quelques éléments, mais la grammaire fondamentale du jeu vidéo est beaucoup plus proche de celle du théâtre que du cinéma, vraiment des kilomètres, je trouve. Et tu as des exemples de pièces de théâtre ou d'expos que tu as vues récemment qui t'ont marqué ? La dernière que j'ai vue, c'était à une banlieue sud-ouest, près Boulogne là-bas. C'était un metteur en scène de théâtre qui a fait une pièce avec deux classes, une de seconde et une de terminale, je crois. Une du fin fond de la France, campagne, je sais pas où, et une d'une cité dans l'ouest de Paris. Et il a créé un univers incroyable. Il y avait des jeux de lumière, de musique, justement de mise en scène là. Ça empruntait à du Miyazaki, ça allait jusqu'à un peu, je sais pas si tu vois Roberto Castellucci en théâtre, quasiment opéra, avec des espèces de mise en scène grandioses, avec en même temps assez froides, avec des lumières très, une architecture millimétrée, un peu froide, rigide, quasi, c'était presque somptueux, quoi. Et avec vraiment quelques moyens du bord, parce qu'en plus je crois ils avaient fait cette mise en scène avec des morceaux de décor pour d'autres pièces, parce qu'ils squattaient en gros un théâtre. Et ça m'avait vraiment bluffé, comme c'était très émouvant, parce que ça parlait de la jeunesse, surtout ce qui se passait
ça parlait de l'avenir de la jeunesse, l'avenir du monde, politique notamment, et puis la transmission entre Oui, les alors anciens, on peut etc. dire qu'on est en juillet 2024, parce que je sais pas quand est-ce que Ah je oui. vais dire. Mais ça faisait pas mal écho avec l'actualité, c'était pas forcément le but en plus, mais et puis voilà, comme c'est des gamins qui vont rentrer dans la vie active, qui vont bientôt voter. Mais sinon, j'aime beaucoup les pièces voilà, de Rodrigo Garcia, Castellucci. Alors ça emprunte souvent la danse, parce que justement il y a des mises en scène qui sont grandioses, très techniques, millimétrées, avec enfin, je parlais d'émotions tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'émotions qui passent par le mouvement, avec la musique, le son. Enfin, c'est des moments assez fous pour s'inspirer. Et dernière question, c'est quoi tes projets à l'avenir et tes rêves? Ah bah, justement, en ce moment j'ai plusieurs idées qui se bousculent un peu. Alors on est en train de travailler sur plusieurs projets là pour la suite, parce qu'on a été contacté par d'autres éditeurs, on a des envies aussi plus personnelles d'autres projets de jeux vidéo, donc on est en train de développer plusieurs prototypes, et le mois prochain, donc on va sur un salon en Allemagne présenter ces projets-là, donc on verra un peu ce que ça va donner. Mais à côté, j'ai des envies d'aller de plus en plus vers des projets de plus en plus d'auteurs, et donc je réfléchis à est-ce qu'on veut avoir un studio avec 20 personnes, on travaille de façon un petit peu industrielle sur nos jeux d'auteur, ou est-ce qu'on veut travailler de façon un peu plus créative, artistique, et il y avait cette idée par exemple d'aller se cacher un peu en Bretagne dans une résidence d'artistes et travailler pendant 1 an ou 2 sur un projet, peut-être être plus proche des éléments, cultiver un potager, des choses comme ça, et pour essayer de remettre un peu plus de sens dans notre travail, quoi. Et, donc il y a beaucoup de projets comme ça, mais là mon rêve ultime ce serait de créer une résidence. Bon, je dis la Bretagne parce que j'y suis attaché, mais ça pourrait être un peu n'importe où, mais créer une résidence d'accueil de projets de jeux vidéo, et pour venir faire n'importe quoi, mais au plus proche des éléments et de l'humain. Et ça, du coup, c'est ton rêve et tes projets. C'est un rêve, de là à ce que ce soit réalisable, je pense que l'avenir se chargera de me dire non. Oh, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est compliqué déjà. On verra ce que... de trouver les équipes. Il faut du financement, puis c'est peut-être utopique un petit peu, effectivement, c'est des belles envies. Mais alors, il faut savoir que par exemple pour Under the Wave, je suis parti m'isoler sur l'île de Groix en Bretagne plusieurs semaines pour travailler à certaines périodes vraiment de production du jeu, pour aller m'isoler, vraiment réfléchir un peu plus. Mais donc en soi, je vois ce que ça peut être, mais de là à y faire toute une production, faire venir les gens, travailler sérieusement là-bas, faut que l'éditeur ait confiance, c'est un peu... Peut-être qu'il y a des lieux ou des villes qui sont intéressées et qui pourraient... Ah, ce serait chouette. J'ai pas encore trouvé le temps d'aller... plusieurs personnes comme ça m'ont dit que je devrais carrément contacter les mairies, etc. et proposer des projets, mais j'ai pas encore eu l'audace de le faire là. Mais j'avoue que ce serait intéressant de créer une résidence et aller bosser 2-3 mois avec les corps de métier nécessaires à ce moment-là. Revenir bosser ici, repartir 2-3 mois, ça serait vraiment chouette. Mais... À voir. À bon entendeur. Merci beaucoup, Ronan. Merci, Maëlique. C'était cool. Super. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur Instagram, sur la page éponyme Passion d'artistes et d'artisans. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.